RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le débat de ce mercredi 8 janvier. Ce matin, nous sommes avec le père Arnaud Alibert. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au quotidien La Croix, Vincent Petitet, bonjour. Bonjour. Écrivain, consultant en stratégie. Merci à tous les deux d'être là avec vous. Évidemment, ce matin, nous allons revenir, Louis, sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Et oui, et son héritage aussi, savoir aujourd'hui ce qu'il en reste d'une certaine façon au bout d'une longévité de la vie politique qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'à 96 ans, même s'il avait quitté depuis 18 ans la vie politique au sens strict, eh bien, on en parle parce que le nom aussi perdure et que donc ce nom de Le Pen a beaucoup cristallisé. On va analyser cela avec nos deux débatteurs. Et puis on parlera aussi de la démission de Monseigneur Ray dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et puis l'esprit Charlie. Voilà, ce sera le troisième sujet que nous avons retenu. Et nous attendons vos mails direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Pour réagir, nous les lisons à l'antenne. Bienvenue dans le débat du jour. François Mitterrand est mort un 8 janvier et Jean-Marie Le Pen un 7 janvier. Deux personnalités qui ont occupé l'espace de la vie politique française pendant longtemps et qui peut-être auront marqué à leur manière aussi, on en parlait ce matin d'ailleurs avec Michel Cotta, auront marqué cette 5e République dans des domaines évidemment assez différents. L'un a peut-être même entretenu l'autre, voire donné naissance à l'autre, si François Mitterrand, dans les années 80, a peut-être pris des positionnements, des positions, des stratégies, des calculs qui ont pu faire émerger le Front National à l'époque. Qu'en pensez-vous, Vincent Petitet, père Arnaud Alibert, père? Écoutez, d'abord, il s'agit d'un homme qui est décédé. Donc, il y a une forme de retenue dans le commentaire, même si, comme c'est un homme politique, on a droit à tout de suite évaluer son héritage politique. Alors, dans cet héritage politique, la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que c'est un homme qui n'a pas exercé de mandat. C'est donc un homme politique qui a agité le paysage politique, qui a nourri le débat avec des idées qui étaient extrêmes, donc qui ont systématiquement créé de la polémique, si ce n'est le scandale. Et puis d'ailleurs, il était condamné, donc sans doute on y reviendra. Mais curieusement, qui n'a pas exercé de mandat exécutif. Il a été député, mais bon, député européen, député européen et député. Voilà. Mais le pouvoir législatif, c'est pas le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté humaine qui puisse se réclamer de lui en disant il a été le patron de notre territoire. Ce qui fait qu'en fait, nous avons titré à la Croix que c'est un tribun en fait. Il a, depuis qu'il a été élu député à 28 ans, il a animé la politique française par sa parole, par son verve, et c'est ça qui est sa marque aujourd'hui. C'est ce que disait Michel Cotta aussi ce matin. Elle parlait de performances oratoires absolument incroyables chez Jean-Marie Le Pen. Et on peut quand même regretter que son talent oratoire et son intelligence et sa culture, il les ait mis au service d'idées qui étaient profondément clivantes et qui ont empêché d'une certaine manière le corps politique français d'avancer de manière pacifique, puisque c'était quand même l'homme de la division. Je crois que c'est ce qu'on retiendra quand même de son héritage politique. Vincent Petitet. Alors pour moi, Jean-Marie Le Pen, c'est un élément très paradoxal. Je trouve qu'il est à la fois, je dirais, incarné, désincarné. Incarné, pourquoi ? Parce que quand je pense à Jean-Marie Le Pen, moi, je pense vraiment à une présence physique assez puissante. En plus, je crois que c'est le dernier homme politique à avoir fait 2 guerres, l'Algérie, l'Indochine. Il parlait souvent de son engagement dans les parachutistes. Il aimait aussi, quand il était jeune, il le dit dans ses mémoires, aller à la castagne avec les communistes. Ça l'amusait beaucoup, donc il se battait physiquement. Et puis même, il n'hésitait pas à aller physiquement contre ses opposants. Donc il était extrêmement incarné. Il était d'autant plus incarné qu'il avait un verbe assez exceptionnel. Donc c'est une présence physique qu'on n'a plus, je pense, aujourd'hui dans le monde politique français. De mémoire, je ne vois pas quelqu'un qui physiquement pourrait faire le poids à côté d'un Jean-Marie Le Pen. Et puis désincarné, pourquoi ? Ça me fait penser un peu au livre de Jacques Derrida, Spectre de Marx. Donc l'année dernière, 2024, c'était les 20 ans de la mort de Derrida. A été republié ce texte de Derrida qui s'appelle Spectre de Marx, où Derrida explique ce qu'est un spectre en politique. Et Jean-Marie Le Pen a cette figure vraiment spectrale. Alors, qu'est-ce que c'est un spectre en politique ? C'est une figure qui va hanter toute la vie politique, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Et force est de constater que beaucoup d'hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, depuis 40 ans, n'ont cessé de se positionner par rapport à cette figure spectrale qu'est Jean-Marie Le Pen.
Et puis le spectre, il a 3 caractéristiques. Il inspire la peur. Et Jean-Marie Le Pen, c'était la peur du fascisme, du néofascisme. Les bruits de bottes n'étaient pas loin. Le spectre, il est lié au vivant par une obsession. C'est-à-dire que les vivants voient le spectre un petit peu partout. Donc c'est le discours qu'on entend régulièrement sur l'extrême droite est partout, l'extrême droite est ici, l'extrême droite est là. Et puis le spectre, on essaye souvent de le conjurer, je dirais. Et c'est vraiment la marque du Front républicain que de conjurer justement cette figure spectrale de Marx. Donc je qualifierais moi Le Pen, vraiment Jean-Marie Le Pen, d'une sorte de spectre paradoxal, à la fois incarné et désincarné. Puis ce qui est intéressant dans le spectre, c'est ce que dit Derrida, c'est que plus on proclame sa mort, et plus il fait retour dans le discours. Et je pense que Jean-Marie Le Pen aura ce type de postérité, c'est-à-dire que toujours ce positionnement politique par rapport à une figure qui naît ou qui n'est pas, peu importe. Mais je pense qu'il a cette ambivalence qui est vraiment intéressante dans la vie politique française. Finalement, c'est le point par rapport auquel la vie politique s'est située depuis quasiment un demi-siècle, Père Alibert. Il y a débat là-dessus parce que il est un personnage qui a marqué. Je pense qu'il y a d'autres leaders, même politiques actuels, qui pourraient s'élever contre lui. De l'autre côté de l'éventail politique, je pense qu'un Mélenchon a aussi une fonction tribunicienne qui fait penser, qui peut le rapprocher de ce point de vue-là seulement de Jean-Marie Le Pen. Mais bon, on ne va pas débattre sur les performances des uns et des autres. Donc, moi, ce qui me marque d'abord chez Le Pen, il y a 2 éléments. Un, ses propos insoutenables, donc de révisionniste, raciste, essentialiste. C'est un homme, quand on dit essentialiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui, en fait, la naissance, l'existence empêche de compenser la naissance. C'est-à-dire, on est blanc, on reste blanc, on est noir, on reste noir, on est juif, on reste juif, etc. Alors que, donc, d'une certaine manière, il ne permet pas à la dignité humaine de s'exprimer autour d'une existence et au fond que les vertus d'un homme racontent une autre histoire que sa naissance. Donc ça, je pense que c'est quand même une pensée qui est très, très rétrograde. Et puis, il y a donc ces saillies antisémites et son révisionnisme sur les chambres à gaz. Tout ça, ça fait de lui quand même quelqu'un qui était sur le plan des idées infréquentables, en fait, d'une certaine manière. On ne peut pas discuter sur ces terrains-là. En revanche, il y a d'autres éléments qu'il a apportés à la vie publique, où là, on en a discuté, parce que de fait, il les a apportés. Il a, en mettant dans le débat public la peur de l'immigration, il a fait, en fait, se poser la question, alors, de travers, il me semble, mais se poser la question des frontières, etc. Et du coup, pour répondre à votre question, est-ce que c'est le point pivot ? Il y a débat parce que moi, j'estime que la question européenne, finalement, a été beaucoup plus matricielle du débat public que la question des frontières de l'Europe ou des frontières de la France ou la question migratoire. Mais je pense que c'est un débat qu'on peut avoir. Mais c'est-à-dire le positionnement par rapport à l'Europe. Oui, je pense que le positionnement par rapport à l'Europe marque beaucoup plus la pensée politique des 60 dernières années que la question migratoire. C'est votre avis, Vincent Petitet ? Moi, je verrais davantage... ce qui me frappe dans l'héritage ou la synthèse qu'on peut faire de Jean-Marie Le Pen, c'est ce côté aimant, comme un aimant qui attire les particules de métal. Quand on voit dans les années 20 ou dans les années 30... un aimant repousse aussi. Oui, mais alors là, pour le coup, je pense qu'il a réussi à fédérer une famille politique, qui est celle de la droite ou l'extrême droite française. Dans les années 20, dans les années 30, vous aviez des ligues, des vingtaines, trentaines de ligues. Vous aviez une extrême droite païenne, vous aviez une extrême droite catholique, antisémite. Enfin, bon, il y avait beaucoup de courants qui traversaient l'extrême droite. Et je pense que Jean-Marie Le Pen, mais c'est mon opinion, a réussi à synthétiser un peu tout cet ensemble, tout ce magma, en fait, autour de sa propre figure. Et que son talent, je pense qu'il est là vraiment le talent d'un tacticien politique, qui a réussi à faire cohabiter effectivement des tradis, des païens, les gens du Grèce, les gens du journal présent, tout ce petit carnaval d'extrême droite très français. Il a réussi finalement à le souder. Et le mérite, je pense, entre guillemets, de
de Marine Le Pen, c'est d'avoir fait taire un petit peu toutes ces oppositions, d'avoir normalisé un petit peu tout ce petit monde et d'avoir satellisé ceux qui vraiment n'étaient pas du tout assimilables dans la République française. Parce que je pense que Le Pen n'était pas vraiment un factieux. Il s'est jamais revendiqué du 6 février 34. Il n'avait pas des rêves de marche sur Rome. Et paradoxalement, malgré sa haine du général de Gaulle, puisqu'il détestait de Gaulle compte tenu de l'héritage pied noir dont il se revendiquait, il n'a jamais été vraiment contre, je dirais, la Ve République. Donc il y a aussi là une ambivalence, c'est-à-dire une critique assez acerbe, assez violente finalement de ce qu'il appelait l'établissement, et puis quand même le fait de se mouler de façon assez réussie dans les institutions de la Ve République. C'est vrai que la question européenne était aussi une question importante pour lui, et pour le coup un vrai repoussoir. Ça fait penser par exemple à une figure qui était pour le coup physiquement assez incarnée, c'est Philippe Séguin. Philippe Séguin qui est mort aussi, je crois, un 7 janvier, il y a 15 ans, mais dont on n'a pas du tout parlé. Voilà. Et qui donc, par sa présence physique aussi, son attitude, même s'il était tout à fait en désaccord avec Jean-Marie Le Pen. Et il avait reçu Jean-Marie Le Pen, je crois, au Sénat. Il l'avait reçu dans les jardins du Sénat. Enfin, ils avaient aussi une grande culture politique, historique tous les deux. Moi, je voudrais souligner ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a chez Le Pen cette réussite de fédérer l'extrême droite autour de sa personne. Il y a cette formule célèbre, il n'y a qu'un seul numéro au Front National, c'est le numéro 1, donc c'est lui. Donc c'était vraiment, il incarnait un pouvoir personnel, et autour de sa personne, effectivement, se sont agrégées des personnes qui n'ont pas le même logiciel politique, le même agenda, on pourrait dire. Donc, il y avait des royalistes, des républicains, des athées, des catholiques, et même des catholiques traditionnalistes, des personnes qui, en fait, si on posait sur la table leurs valeurs même, ne pouvaient pas s'entendre. Et lui, il arrivait à en faire un bulletin commun. Comment a-t-il réussi ça? Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour réussir ça? Moi, je pense qu'il a joué sur... Il était dans une époque où il y avait un grand flou de l'offre politique, c'est-à-dire à partir du moment où la gauche arrive au pouvoir en 81, c'est-à-dire que s'incarne politiquement une forme d'alternance au gaullisme, et que parce que c'est le jeu, la politique de l'exercice difficile du pouvoir, la gauche ne transforme pas la nouvelle France, d'une certaine manière, n'arrive pas avec le pouvoir socialiste. En fait, on ne sait plus vers quel idéal politique se tourner. Là arrive une forme de terre vierge où on peut proposer un modèle, mais si on regarde bien, son modèle politique est très pauvre, parce que dans les années 80, donc c'est le moment de son essor, lui, il propose de sortir de l'Europe, alors que la France et l'Europe sont en pleine construction, et on voit que en fait, ce mouvement-là était inarrêtable, donc il était à contre-courant. Son parti est tout sauf pluraliste, même si donc il arrive à agréger des personnalités de tous ordres, mais ça reste un parti familial d'une certaine manière. C'est presque risible. Il y a donc sa fille, enfin ses deux filles, etc., sa nièce, sa petite fille, pardon. Bon, voilà. Donc et ensuite, donc on a donc un Jean-Marie Le Pen qui après ne se prononce pas sur des réformes majeures. Je pense à la décentralisation qui, dans les années 80, en fait, c'est un transfert de pouvoir dans les régions, dans les mairies, etc. Et le local ne l'a jamais intéressé. Et il n'en parle pas, alors que c'est quand même un fait politique majeur des années 80. Le discours j'ai pas en tête qui se soit prononcé là-dessus, ni pour ni contre. Donc, ce qui fait, en fait, le programme politique, le propos politique, je veux dire, au sens d'un pouvoir qui vient transformer la vie des gens, assez pauvre. Mais donc, si on reprend un peu la logique qui a permis l'accession à une telle notoriété de Jean-Marie Le Pen, quelque part, c'est grâce à François Mitterrand que Jean-Marie Le Pen a atteint une telle cote de popularité, en tout cas un tel niveau, une telle notoriété. En tout cas, pas par un ancrage local. Oui, en fait, comme si, d'une certaine manière, le pouvoir restait au verbe, et que donc, par une forme de fascination du langage, il attirait, il avait de plus en plus de voix, mais on voit bien que d'une certaine manière, ça a buté à un moment donné sur ses outrances, parce que je ne veux pas trop y revenir, mais quand même il a été condamné plusieurs fois pour contestation de crimes, pour racisme, pour apologie de la violence. Donc il y a eu à un moment donné
Et c'est pour ça que sa fille a dû couper le cordon et d'une certaine manière tuer le père. J'emploie tuer le père parce que c'est lui qui l'a dit. Il dit voilà, ils ont tué le père, enfin non pas ma fille, mais ses sbires. C'était sa formule. Voilà, donc on voit bien qu'à un moment donné, sa parole d'une certaine manière a échoué en fait. C'est votre avis, Vincent Petitet, là-dessus? Sur l'héritage aussi, oui. et par rapport justement à Marine Le Pen et son père qui s'est peu occupé d'elle. Alors ça, je ne sais pas vraiment la vie familiale. C'est elle qui le dira. D'accord. Non, ce que je trouve, ce qu'il faut pas oublier, je pense, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est que dans les années 70-80, c'est un homme de réseau. Le Pen, c'est aussi un carnet d'adresses absolument exceptionnel. Et puis, Jean-Marie Le Pen, c'est aussi la possibilité d'un financement nouveau de l'extrême droite française, puisqu'il a fait un héritage important. Donc, il a eu, à partir de la mort de Lambert, je crois, des moyens financiers qu'il n'avait pas avant. Il avait aussi cet aspect... D'ailleurs, l'héritage qui a soulevé plusieurs problèmes. Donc, puisque si on n'est pas allé jusqu'à la judiciarisation de l'héritage, c'est qu'il y a eu un accord en famille, enfin un accord entre les parties. Hein. Donc c'est aussi un élément qui fait partie de l'ombre du personnage. Donc il y a les réseaux, il y a l'argent, et puis il avait ce côté très jouisseur, Jean-Marie Le Pen. Donc il a organisé beaucoup de fêtes chez lui. Donc il y avait cet aspect extrêmement truculent, presque un peu rabelaisien quand même, qui fait qu'effectivement c'était un petit peu inédit dans le paysage politique français. Je pense que dans la vie politique française, les réseaux personnels, les réseaux politiques sont très importants. Et moi, j'insisterai aussi beaucoup sur cette dynamique propre à Jean-Marie Le Pen, que vraiment, il avait bien compris aussi que la vie politique française se structurait autour de grands réseaux, parisiens ou pas, internationaux ou pas, mais il avait des réseaux. Il avait cette maison d'édition très sulfureuse, la Serpe, où on voit vraiment la stratégie du personnage qui publie à la fois des documents sonores du Troisième Reich, et puis à côté de ça, vous avez des discours de personnalités politiques très à gauche françaises. Donc c'est quand même un malin en fait. Il a ce côté très flibustier, aventurier, mais il a aussi, je pense, une vraie tactique personnelle. Était-ce un Trump avant l'heure? Alors moi je trouve que la trumpisation de la vie française, elle est d'autant plus forte qu'on a aujourd'hui des gens comme Mélenchon, qui ont sur la forme des aspects qui le rapprochent de Jean-Marie Le Pen, je trouve. Cette façon de haranguer les foules, cette utilisation finalement de généralisation assez abusive, d'essentialisation de certains individus, certaines catégories de la population. Je trouve ça très populacier, je dirais. Je trouve qu'il y a un populisme là qui est plutôt aujourd'hui du côté de l'extrême gauche, alors que l'extrême droite, on a l'impression qu'ils la mettent plutôt en veilleuse. Moi, je pense qu'il y a un énorme écart entre Trump et Le Pen. Donc, il y a un fond commun qui est celui du populisme, mais c'est la culture. C'est-à-dire que Trump n'est pas un homme de culture, et puis surtout, c'est pas un homme de... Il ne cherche pas dans son discours à appuyer son discours sur des faits. Alors que, après, on peut contester, hein, bien sûr, ce que disait Le Pen, évidemment, mais Trump, c'est à notre niveau. Vincent Petitet, père Arnaud Alibert pour le débat du jour. Après les informations, on reviendra sur la démission de Monseigneur Ray. Vous pouvez réagir direct @rcf.fr. Et on se propose dans les minutes qui viennent de continuer à évoquer la personnalité de Jean-Marie Le Pen, Louis Dauphren. Oui, parce que il y a tellement de questions à se poser. C'est quand même un monument de la vie politique qui donc nous quitte, et un menhir peut être un monument. Et Jean-Marie Le Pen a été ce menhir. D'ailleurs, cette figure du menhir est intéressante. Vous avez parlé du spectre tout à l'heure, Vincent Petitet. On peut s'interroger aussi, le père Alibert nous a dit qu'il voyait une différence très nette avec Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement entre les deux personnages, Vincent? Et puis après, on va évoluer sur d'autres sujets, préférence nationale en particulier. Alors, l'anecdote amusante, c'est que effectivement Trump aime bien danser lors de ses meetings, et que Jean-Marie Le Pen était un grand danseur, paraît-il. Et dans ses mémoires, il parle même de sa volonté à un moment de devenir danseur, et de son intérêt pour les ballets du marquis de Cuevas, qui était un mécène justement de la danse française. La grande différence aussi, là c'est un point commun anecdotique, moi je pense qu'il y a beaucoup de différences. La grande différence, c'est que pour Jean-Marie Le Pen, je pense que Donald Trump était vraiment le représentant de cette finance mondialisée, de ce monde global, qui est vraiment un repoussoir pour Jean-Marie Le Pen. Et je pense aussi que Jean-Marie Le Pen n'a rien finalement de l'entrepreneur, du self-made man
contrairement à ce que veut sa mythologie. Donc là, je pense qu'il y a des parcours qui sont totalement opposés. Le point commun, peut-être, il y a un point commun, c'est la défense de l'intérêt national, entre guillemets, puisque Trump se veut vraiment le défenseur des valeurs américaines, Make America Great Again, les MAGA, et que effectivement c'est une rhétorique assez récurrente dans la prose de Jean-Marie Le Pen. Préférence nationale, justement, Père Alibert. Oui, alors le problème, c'est qu'on ne peut pas tirer le bilan politique de Trump qui est en train de se faire, et qui est en train de se faire de manière accélérée, puisque dans son second mandat, d'une certaine manière, il va pousser jusqu'au bout le Trumpisme. Donc si, comme on l'entend ces jours-ci, Trump a des visées impérialistes sur le Groenland, sur le Panama, sur d'autres éléments, sur le golfe du Mexique, dit-on, ça changera complètement notre vision de lui, puisque je pense que Jean-Marie Le Pen, lui, n'était pas du tout dans une logique expansionniste, mais au contraire, la France aux Français dans ses frontières. Bon, le long débat, parce que en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les populismes ne se ressemblent pas, même un national-populisme n'est pas identique à un autre. En revanche, ce qu'il y a de très clair chez Jean-Marie Le Pen, c'est la notion de préférence nationale. Cette notion de préférence nationale, ça, pour le coup, c'est lui qui l'a imposé dans le débat public français. Et ça reste la matrice, il me semble, politique du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui peut dire que Le Pen a été... Le père a été exclu, que le Rassemblement national a que peu de choses à voir avec le Front national. Il reste quand même deux choses. Un, la ligne des congrès garde les numéros. Donc on en est au 18e congrès du Rassemblement national par rapport au premier du Front national du 72. Et deuxièmement, la clé de voûte de la pensée politique du Rassemblement national aujourd'hui, c'est la préférence nationale. Et cette préférence nationale, c'est un élément qui est tellement fort que les autres partis, même des partis dits de gouvernement, ont dû ou doivent aujourd'hui se situer. Et d'une certaine manière, doivent négocier une forme de... Alors, on ne peut pas dire préférence nationale, mais de priorité, essayer de contingenter les choses, de pouvoir de justifier toujours auprès des électeurs français le sort qui est fait aux Français par rapport aux autres résidents du territoire national. Donc ça, d'une certaine manière, c'est un grand acquis enfin, pas un acquis, c'est une trace. C'est ce qui restera. En tout cas, c'est ce qui reste. Oui, c'est une trace indélébile de la pensée de Jean-Marie Le Pen. Vincent Petitet, c'est ce que Marine Le Pen peut dire aujourd'hui pour se réclamer d'héritage. Alors oui, probablement. Moi, ce qui me frappe, au-delà peut-être de la notion de préférence nationale, mais ça la rejoint, c'est l'anticommunisme viscéral de Jean-Marie Le Pen et de sa formation à l'époque, le Front National. Il reprochait notamment finalement aux communistes de ne pas être les meilleurs défenseurs de l'intérêt national. Parce que les communistes se réclamaient d'une internationale, parce qu'ils disaient qu'ils prenaient leurs ordres à Moscou. Donc on est encore là dans une sorte d'opposition entre une vision très internationaliste de la politique, avec les communistes, Moscou et même la finance internationale, et puis un retour vers le national avec Jean-Marie Le Pen. Je pense que ce qu'a essayé de faire aussi Jean-Marie Le Pen, c'est de faire en sorte que quand on prononce le mot national, on n'est pas à avoir honte. C'est un petit peu ça aussi son propos, puisque le terme de nationalisme a été connoté très négativement après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il y avait aussi cette vision dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça aussi qu'il disait qu'il avait fait deux guerres, enfin qu'il était très attaché finalement à cette forme-là de patriotisme qu'il incarnait dans son corps propre. Il aurait voulu faire émerger le terme de nationalisme, mais ça n'a jamais marché. Non, probablement parce qu'il y avait sionisme dedans et que pour lui, c'était peut-être pas le meilleur choix de vocabulaire adopté. Même si il a toujours eu des propos très pro-sionistes, malgré son antisémitisme. Je pense qu'il y a un paradoxe assez intéressant. Enfin, je dis antisémitisme avec des guillemets, mais effectivement, il a été condamné à plusieurs reprises pour apologie, ou je ne sais pas, par rapport à ses déclarations sur le détail. Didier Chameau réagit par mail. Jean-Marie Le Pen disait aussi « Si Dieu me prête vie, ce que beaucoup de chrétiens ou se prétendant l'être ne disent pas aussi souvent que lui », se pose aussi donc la question, Vincent Petitet, Père Arnaud Alibert, de son rapport à la foi, de son rapport à l'Église, de son rapport au clergé, Père Arnaud Alibert.
Oui, alors sur la foi, évidemment, c'est la foi d'un homme. Donc, moi, je suis pas son confesseur. Et si j'étais son confesseur, je pourrais pas parler. Donc, mais une révélation. Vous n'êtes pas le confesseur de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc, visiblement, c'était un homme de foi. Ça, je crois qu'on peut pas le contester. Il aurait reçu, même si à la fin de sa vie, il souffrait d'une forme de dégénérescence. En tout cas, il perdait ses facultés mentales, donc je ne sais pas dans quelles conditions, mais a priori, il a reçu l'onction des malades. Donc il y a à l'évidence une démarche de foi chez lui et dans son entourage. Ensuite, le rapport avec l'Église est extrêmement complexe, parce que d'une certaine manière, son logiciel politique, c'est de faire confiance au chef, sauf que il ne faisait pas confiance à l'épiscopat français. Qui est quand même l'organe c'est le moins qu'on puisse dire. Naturel. Et il était même en lutte ouverte très forte avec deux sommets, enfin deux personnalités extrêmement fortes de l'épiscopat français sur le demi-siècle derrière nous, le cardinal Suger et le cardinal de Courtrai, voilà, qui n'avaient pas eux de mots. Les deux ensemble. Oui, en gros, c'était sur la question juive mais il y avait chez le cardinal Lustiger une détestation la plus profonde de la pensée, de la parole, presque de la personnalité, mais je ne veux pas faire un jugement sur les personnes par rapport à Jean-Marie Le Pen. Le cardinal de Courtrai, lui, s'opposait plus violemment sur le programme politique du Front National et la question de l'étranger. Donc on est en gros dans les mêmes eaux, mais le curseur n'était pas situé au même niveau. Mais en tout cas, de ce temps-là, Jean-Marie Le Pen n'a jamais pu se prévaloir d'un soutien de l'Église. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que d'abord Jean-Marie Le Pen n'est plus là, et puis les frontières se sont un peu transformées de ce point de vue-là. Mais quand vous dites ce n'est plus le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'épiscopat français n'a pas de propos aussi durs que ce qu'il avait dans les années 80 et 90, ce que les évêques avaient contre Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, les évêques aujourd'hui ne l'ont pas contre le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un pragmatisme parce qu'il y a aujourd'hui plus de catholiques pratiquants qui votent l'extrême droite qu'il n'y en avait que dans les années 90? Alors, sur cette question, c'est toujours la même interrogation que nous avons. Donc, ce qui est établi par les chercheurs, enfin, ça peut se discuter, évidemment, c'est que les chrétiens pratiquants résistent plus au vote Front National que le reste de la population. Même si, avec le temps, les chrétiens pratiquants votent chaque année un peu plus, d'une certaine manière. Enfin, chaque année, je ne peux pas dire à chaque échéance électorale. À chaque échéance, voilà, il y a une tendance de porosité entre le Rassemblement national et l'ensemble de la population, donc y compris les chrétiens pratiquants. Mais là aussi, il faudrait reprendre le dossier Le Pen. Le dossier Le Pen instruit en creux le dossier de l'offre politique. C'est-à-dire que la conquête électorale, il faut toujours parler de conquête électorale parce que d'une certaine manière, il faut le rappeler, la conquête politique du Front National et du Rassemblement National est assez faible. Il s'agit en fait de mairie aujourd'hui, un peu de... la conquête électorale se fait sur donc une capacité à rassembler très, très largement, voilà. Est-ce qu'il y aura des communiqués des évêques entre les deux tours de la présidentielle sur Marine Le Pen, par exemple? Parce que vous dites, les choses ont changé. Ce qui avait caractérisé l'action des évêques, c'était une consigne de vote, quasiment, chaque fois. Je ne sais pas, en tout cas... Vous pensez que ça, c'est derrière nous? Moi, je pense que les évêques, s'ils sont cohérents avec la pensée de l'Église, ne peuvent pas se désintéresser de la chose publique. Ils ne peuvent pas se désintéresser de la qualité du débat public. Donc, d'une certaine manière, ils ont le devoir spirituel et religieux et d'une certaine manière morale d'éclairer les consciences de ceux qui les écoutent, de ceux qui veulent bien les écouter, sur les questions politiques majeures. Donc, ils ne peuvent pas faire comme si le Rassemblement national n'existait pas. Donc, il faut qu'ils aient une parole. Alors, quelle doit être la nature de la parole? Moi, je pense que si on attend des évêques qu'ils aient un propos pour ou contre, on l'aura jamais, parce que je pense que d'abord, c'est pas leur rôle. En revanche, ils ont à se situer sur des sujets précis. Or, le Rassemblement national clive la population sur des sujets précis. Donc, à ce moment-là, ça sera compliqué pour eux de ne pas cliver.
Vincent Petitet. Oui, alors moi, sur ces questions, je suis beaucoup moins spécialiste que le père, mais sur la question religieuse, c'est vrai que les convictions de Jean-Marie Le Pen, moi, je ne les connais pas. Si on se place sur un plan plus lié aux valeurs chrétiennes, par exemple, l'accueil des migrants ou des étrangers, on voit qu'il y a des positions extrêmement clivantes de Jean-Marie Le Pen, tout comme elles existent dans l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des sans-papiers de l'Église Saint-Bernard. Les déclarations du Front National n'étaient peut-être pas celles qu'on attendait d'un parti qui revendique sa chrétienté. Tout comme je me souviens aussi de l'épisode, je crois que c'était en 87, quand Jean-Marie Le Pen était intervenu lors d'une émission politique à propos des malades du sida. Donc il appelait les sidaïques, et je crois qu'il avait souhaité qu'on les isole. Donc là aussi, il y a des prises de parole qui sont parfois assez violentes vis-à-vis des gens les plus marginalisés ou les plus stigmatisés. Je ne dis pas que c'est une généralité dans le discours de Jean-Marie Le Pen, mais j'essaye de me placer sur un plan plus lié aux valeurs et plus à ce que moi j'ai pu ressentir en tant que chrétien face à ces déclarations. Et pourtant, si on doit comparer sa fille et lui, le discours était plus orienté vers les chrétiens sous Jean-Marie Le Pen qu'il ne l'est aujourd'hui sous Marine Le Pen. Hein. Oui, je crois que ça a été le cas, notamment pour la manif pour tous. Le cordon a été coupé très nettement, quand même. Oui, je crois que Marine Le Pen, par exemple, n'a pas voulu participer à la manif pour tous. Il y a eu des courants très, je pense, opposés au sein du Front National sur cette question, qui représente bien aussi ce qui a pu traverser le paysage catholique français. Moi, je pense que ceux qui penseraient qu'en votant Rassemblement National, on va vers une France qui sera davantage catholique, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas lu le programme. Je veux dire, il y a... Donc, on l'a vu là, récemment avec je reviens sur l'épisode anticommunisme. Jean-Marie Le Pen était profondément anti-gaulliste et anti-communiste. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le Rassemblement National n'est plus que anti-gaulliste en collant en fait à Macron une forme de gaullisme revisité. Bon, mais en fait, ils ne sont pas anti-communistes comme l'a été le père, puisqu'ils ont mêlé leur voix aux communistes pour faire tomber le gouvernement Barnier. Je mets ça de côté. Deuxième point sur la matrice morale du Rassemblement National. Le Rassemblement National votera probablement la loi fin de vie. Des députés du Front National ont voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution, du droit à l'IVG dans la Constitution. Et je ne serais pas étonné que des députés du Front National votent demain une loi sur légalisant la gestion pour autrui, etc. Donc je pense que sur le plan des marqueurs moraux auxquels l'épiscopat français et l'Église en général et le pape François sont attachés, je pense que le Rassemblement National ne présente aucune garantie. Et vu les relations qu'il entretenait avec le clergé, c'est un peu normal aussi qu'il se soit éloigné au fil du temps avec deux positions que l'Église pouvait représenter. Oui, il y a ça. Une certaine forme de logique. Voilà, et puis alors il faut aussi rajouter pour être complet que ce qu'on appelait le clergé dans les années 80 n'est plus vraiment le clergé d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le clergé français beaucoup plus de nuances qu'il y a 40 ans. Et donc aujourd'hui, on peut toujours trouver un bon abbé catholique, donc pas traditionnaliste schismatique, mais catholique comme vous et moi, enfin si j'ose dire, mais qui partage ses opinions. Donc ça, c'est... On reste sur le terrain ecclésial ? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Hugues ? Eh bien, on peut. Je pensais enchaîner sur Monseigneur. Eh bien, on peut partir à Toulon. Ben, allons-y. Dans le diocèse de Fréjus-Toulon, il y a un nouvel évêque en la personne de Monseigneur François Touvet. Oui, d'ailleurs, on pourrait faire un lien, parce que Toulon a été aussi une ville que le Front National avait conquise fut un temps et qu'il a perdu par la suite. Bon, on va peut-être arrêter là les convergences, mais on peut aussi s'intéresser à la figure aussi de Monseigneur Ray, qui a aussi, pour reprendre votre expression, Vincent, aimanté une forme de sociologie catholique pendant quand même très longtemps, et qui aujourd'hui connaît... officialise, voit ce désaveu institutionnel désavoué, confirmé, puisque
il doit céder sa charge et donc a démissionné. C'est Monseigneur Touvet qui va le remplacer. Et je vous propose, Louis, de commencer avec une question que nous pose Charles sur direct@radionotre-dame.com. Je vais tourner vers le père Arnaud Alibert. Bonjour, qu'a-t-il fait de mal, Monseigneur Ray? Arrêtez d'embêter les évêques. Après Monseigneur au Petit, maintenant, c'est Monseigneur Ray. Et oui, c'est le grand mystère, peut-être que le mot est trop fort, mais de Monseigneur Ray. On n'arrive pas à vraiment à faire le tour du personnage. Je pense que si on fait confiance à l'épiscopat français, à toutes les régulations ecclésiales qu'il y a à Rome, au pape lui-même, au nonce apostolique, et quand on voit bien par ses nominations, et puis quand on le fréquente, quand on écoute, que c'est un homme modéré, c'est un homme d'église, le représentant du pape en France, le discours sur Ray est quand même toujours un peu le même, c'est-à-dire c'était un électron libre, absolument ingérable, c'est-à-dire que dans le ministère de l'unité, qui est le ministère à mon avis premier d'un évêque, c'était une erreur de casting. Donc, pour répondre à notre auditeur, ce qu'il a fait de mal, c'est qu'il n'a pas joué la communion ecclésiale, et dans son diocèse, il a pris des options qui ont finalement, d'une certaine manière, relégué sur le bord de son église locale un certain nombre de chrétiens qui n'arrivaient pas à se retrouver dans une marche diocésaine inclusive. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut continuer à regarder ce qu'il est, parce que il y a une trajectoire. Il est de l'Emmanuel au départ, puis arrivé à Toulon, donc il va dans un sens assez charismatique, essayer de réveiller l'évangélisation, et puis progressivement il va voir, alors peut-être sous le coup de financement ou de soutien, il va se durcir d'une certaine manière, ou être plus sensible à une pensée conservatrice, qui, au départ, la pensée conservatrice n'est pas homogène à la pensée charismatique. Les charismatiques, au contraire, sont d'une certaine manière assez libéraux, en disant on doit faire confiance à l'esprit foncé, alors que les conservateurs ont des réflexes plus traditionnels, où ils disent, en fait, il faut faire ce qu'on a toujours fait. Donc, vous voyez bien que c'est pas la même logique. Donc, au bout parce qu'il est resté longtemps à Fréjus, presque on a une vingtaine d'années, 25 ans, voilà. Donc après la première phase assez charismatique, et une deuxième phase plus, on va dire, tradismatique, où les choses vont être un petit peu plus complexes, où les gens qui se réclament de lui vont être de plus en plus différents, et d'une certaine manière, la pensée de Monseigneur Ray va devenir progressivement assez illisible. Et donc, je pense que d'une certaine manière, la conduite de son diocèse devenait difficile. Et puis, enfin, pour répondre pleinement à votre auditeur, il a commis une faute canonique en annonçant des ordinations alors qu'il n'avait pas l'autorisation formelle de Rome de le faire. Et de ce point de vue-là, quand Rome a supprimé ou a suspendu l'autorisation, il s'est retrouvé d'une certaine manière pris le doigt dans le pot de confiture, et donc il a d'une certaine manière montré que c'est ça qui a emporté la décision romaine. C'est ce fait-là. Oui, il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'il avait annoncé des ordinations de personnes qui n'étaient pas idoines. Donc ça n'a pas pu se faire. Je rajoute pour un dernier point, il s'incline aujourd'hui, donc il a donné sa démission le 31 décembre, ça a été rendu public hier. Il s'incline de mauvaise grâce, donc d'une certaine manière la fin de son mandat ternit en fait l'image de serviteur de l'Église qui s'était donnée, puisque là il semble dire si vous m'aimez, vous pouvez pas aimer ce qui m'arrive. Or c'est pas vraiment. Pourquoi dites-vous cela ? Pardon ? Pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi dites-vous qu'il s'incline de mauvaise grâce ? Parce qu'il le dit lui-même, dans les interviews qu'il a données à nos confrères. On voit bien qu'il dit « Je ne comprends pas la décision, je ne vois pas pourquoi on m'inflige ça. » Et puis, il suffit d'écouter Monseigneur Touvet, qui était son auxiliaire et coadjuteur, pour bien savoir qu'en fait, la cohabitation des deux, c'est fait de mauvaise grâce. Donc ça, c'est un secret pour personne. Il assimile l'épiscopat à une administration, c'est le terme qu'il a employé dans une interview qu'il a donnée, en particulier au Figaro, je crois. Oui, mais je ne sais pas. Après, je sais pas comment lui gérait son diocèse.
Vincent Petitet. Il n'y a pas eu un audit sur un Si, audit bien sûr. financier sur Si, le bien sûr, diocèse, c'est ouais. apostolique. Le visite apostolique, d'accord. Ouais. Non, moi, je suis moins spécialiste de la question que le père Alibert. Hein. C'est vrai que d'extérieur, on peut pas ne pas se dire que l'Église est aussi un mouvement politique traversé par des courants, des oppositions. Et qu'aurait pensé Jean-Marie Le Pen aussi, finalement, d'une organisation qui prend ses ordres à Rome et qui prend pas ses ordres à Paris? Est-ce qu'on a une querelle entre les ultramontains et les gallicans, d'ailleurs, sur cette question? Ce sont des questions de spécialistes. Oui, non, mais en fait, et de spécialistes et de tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'ambivalence. On pourrait croire que par le parcours théologique, Monseigneur Rey aurait été naturellement ultramontain, c'est-à-dire en fait aligné sur Rome, assez obéissant, soucieux des procédures, en communion avec ses frères évêques, parce que la communion de l'Église, c'est en fait ce qui permet à l'Église de durer. Si l'Église catholique dure depuis 2000 ans, c'est par sa force de communion et d'unité. Or, son action, ses prises de position étaient clivantes. Et d'ailleurs, il allait dans les diocèses faire des conférences, soutenir des formes de dissidence, le mot est trop fort, mais en fait de pensée qui était un petit peu, on va dire, divergente par rapport à la pensée des évêques locaux, ce qui prodigieusement agaçait ses confrères. Monseigneur Rey était ce matin sur notre antenne, sur Radio Notre-Dame et RCF, et il disait oui, peut-être qu'il y a eu 10% de problèmes dans les 100% de missions, d'audace missionnaire que j'ai eu, et il a cette phrase qu'il répète d'ailleurs régulièrement en interview, et dit c'est quand on sort pas la voiture du garage qu'on n'a pas d'accident. Est-ce que c'est son audace missionnaire qui est accusée ici? Moi, là aussi, je trouve que pour faire le bilan de Monseigneur Rey, il faut à la fois être prudent et puis il nous faudra un petit peu de temps. Il y a, quand on parle partout en France, Monseigneur Rey est connu, et en fait, dans un certain nombre de discours, de propos, d'expériences en fait de chrétiens, il y a des chrétiens qui se réclament de ce que a porté Monseigneur Rey, qui dit mais il a bien fait de faire ceci, faire cela, il a initié quelque chose de nouveau, il a porté le sanctuaire de Cotignac, etc., qui est donc comme un sanctuaire avec les pèlerinages des pères puis des mères, et puis une forme de pensée du droit de la famille qui a fait du bien à un certain nombre de catholiques qui s'est répandu partout en France. Donc tout n'est pas à jeter dans ce qu'il a fait, Monseigneur Rey. C'est complexe, mais en revanche il a été clivant. Et puis je pense que son histoire de 10%, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a 10% des nominations ou des communautés religieuses qu'il a fait venir dans son diocèse, qu'il n'aurait pas dû faire venir, on va dire, bon, mais 10%, c'est pas énorme. Mais si ces 10% ont créé de la division et ont été, pardon de le dire, mais à l'origine de scandales sexuels et d'abus et spirituel et sexuel, et c'est pas 10%, en fait c'est une victime de trop. Donc d'une certaine manière c'est un peu facile de dire je n'ai que 10% d'erreurs. Si les 10% d'erreurs ont entraîné des fautes extrêmement graves, c'est 10% d'erreurs de trop. Mais ce qui lui arrive n'incite pas les autres évêques à sortir la voiture du garage? Pas sûr. Ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les positions, Monseigneur Aveline, qui a beaucoup défendu Monseigneur Rey, en fait, fait partie de ces évêques qui ont quand même une forme d'audace pastorale. Donc je pense que... Il n'y aura pas d'effet dissuasif, selon vous? Enfin, moi, j'espère que les évêques d'aujourd'hui et de demain auront de l'audace, parce que de toute façon, c'est la nécessité du temps. Parce que je reprends un petit peu la réflexion que vous aviez eue tout à l'heure à propos de Jean-Marie Le Pen. Vous faites un équilibre entre l'offre politique et le fait que d'autres figures émergent parce que l'offre politique était insuffisante ou voilà, ne correspondait pas aux besoins. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu eu la même chose dans l'Église en France? Finalement, des personnalités, des figures comme lui ont pu émerger parce que l'offre ailleurs, j'entends, ne satisfaisait pas forcément ou ne répondait pas à des besoins. Est-ce qu'il y a ce même effet?
c'est difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup d'évêques qui sont admirables dans leur travail, mais qui ne sont pas connus parce qu'ils jouent une forme de modestie médiatique, chose qui n'a pas lieu dans la vie politique. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas connus qu'on n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des choses assez exceptionnelles. Parfois, il y a certaines régions de France où on dit que le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Et peut-être que certains évêques ont appris cette formule. Merci beaucoup, Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef du quotidien La Croix, Vincent Petitet, écrivain, consultant en stratégie. Merci Louis Dauphren, merci Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.